16e siècle au 21e, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, autour du clash de civilisation entre l'Empire ottoman et la chrétienté occidentale, du Caucase, en passant par la Grèce, la Wallachie, la Roumanie, jusqu'au Liban. Partout, cette question a été résolvée de deux façons. Soit le déplacement de population, soit la partition. Toute l'idée du projet fédéral, c'est précisément d'essayer de répondre autrement à cette question. C'est d'essayer de trouver une réponse à la question d'Orient autrement que ce qui a été fait à Chypre, en Arménie, en Grèce, en Turquie, et dans les Balkans, donc soit par la partition, soit par le transfert de population. Et le livre a trois grandes parties. Il a un autre thème sous-jacent, pour ceux qui vont le lire, il a un thème sous-jacent qui est celui des démocraties, essentiellement des démocraties européennes. Les démocraties européennes ont été construites sur un principe de ce qu'on appelle l'exclusivité religieuse, qui est ce qu'on appelle la paix d'Augsbourg de 1555. C'est quoi cette paix d'Augsbourg de 1555? C'est en fait la réalité que, à partir du XVIe siècle, il y a eu un clash entre le christianisme et le protestantisme, entre le catholicisme et le protestantisme, l'émergence du protestantisme. Et donc, il n'y a plus eu unité religieuse en Occident. S'en est suivi les guerres de religion, les premières qu'avait connues l'Occident, directement en son sein. Et c'était village par village. La question pour l'Occident était de savoir de Hambourg à Milan et de l'Est français même de l'Ouest français d'ailleurs, à Vienne. Donc tout l'Empire était morcelé village par village entre catholiques et protestants. La question se posait de savoir comment est-ce qu'on pouvait refonder un système politique nouveau basé sur cette réalité de la diversité religieuse. Il y a eu cette fameuse conférence à Augsbourg, qui est un village en Bavière, en 1555, dans lequel tous les légats du pape, des princes, se sont retrouvés pour repenser un modèle de gouvernance européen, chrétien à l'époque. Et la réponse a été cuius regio eius religio. Gouverneurs et gouvernés doivent être de la même religion. L'exclusivité religieuse a fondé ce qui s'est avéré être après l'Europe des nations, et donc a évacué de l'espace public tout le débat autour de l'identité de la religion, et donc a fondé la paix en Europe. Or, ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement en Europe, c'est l'émergence d'un pays nouveau qu'ils n'ont plus connu depuis 16 siècles, qui est le multiculturalisme. Donc depuis le XVIe siècle, l'Europe, depuis la paix d'Augsbourg, l'Europe a mis un terme à ce qui s'appelle le multiculturalisme, et donc a connu des périodes de prospérité où le débat public ne tournait plus autour de la religion et de l'identité, puisqu'il y avait l'exclusivité religieuse. Soudain, avec les démocraties modernes, l'Europe fait face aujourd'hui à nouveau au phénomène multiculturel pour lequel elle n'est pas équipée à répondre. Et donc, c'est le thème sous-jacent. Le Liban, en fait, est un exemple que j'ai pris dans le livre pour raconter un cas où le multiculturalisme, où on a pensé au début du siècle, en 1926, qu'en créant une démocratie constitutionnelle, on pourrait aboutir à un État-nation. Il s'est avéré qu'on ne peut pas aboutir à un État-nation en faisant un système démocratique. C'est l'État-nation qui doit enfanter un système démocratique qui lui ressemble. Et ce n'est pas ce qui a été fait au Liban. Le livre inclut trois comparaisons de modèles constitutionnels suite à la fin de la principauté du Mont-Liban. Donc le premier modèle constitutionnel, c'est le Qa'im Maqam, le deuxième, c'est la Mutasabiqiyya, le troisième, c'est 1926. Et ils sont tous décrits avec les textes des constitutions de l'époque pour pouvoir mener une comparaison entre l'évolution de ce Liban-là. Donc, le Liban est un exemple du fait multiculturel
de la faillite du modèle multiculturel tel qu'il existe aujourd'hui dans les démocraties. Et la deuxième menace au phénomène, aux démocraties modernes, c'est ce qu'on appelle identity politics. Identity politics, c'est un phénomène nouveau aussi, qui consiste à dire que le souverain, ce n'est pas le collectif, le souverain, c'est moi. Parce que, comme vous le savez, la démocratie est basée sur la tyrannie des 51%. C'est la fameuse maxime de Tocqueville. Ces 51% décident pour les 100%. Okay? C'est le principe de la démocratie. Or, ce qu'on appelle identity politics, c'est le fait de dire, moi, je suis souverain sur moi-même et les 51% ne peuvent pas décider pour moi. Si les 51% ne peuvent plus décider pour moi, je peux m'habiller comme je veux, je peux me comporter comme je veux, je peux décider de vivre comme je veux, indépendamment des us et coutumes et du droit décidé par les 51%, qui théoriquement devraient s'appliquer sur nous. Donc il y a en Europe et aux États-Unis particulièrement deux grandes menaces, identity politics et multiculturalisme, qui sont en train de saper les fondements des démocraties modernes. C'est exactement ce qui est débattu. Et donc, il a conçu pour la Wallachie, qui était sous domination ottomane, un système qui s'appelle Regulamentul Organic, d'ailleurs aussi, en 1834. 30 ans, 20 ans avant, 35 ans avant. 20 ans plus tard, lui, il meurt en 1859, son fils est ambassadeur à Paris, Richard, et éclate la crise de 1860 avec les massacres des chrétiens d'Orient. Richard sort les papiers de son père et se dit, on va faire la même chose dans l'Empire ottoman que ce qu'on a fait, qui a bien marché en Roumanie, en Wallachie. Il fait la même chose. Alors c'est quoi? C'est un système d'abord où il constate, il s'appelle le règlement organique. C'est quoi? Pourquoi organique? What is Adwi? C'est le nationalisme organique, c'est les nations. Okay? Donc ils sont venus, ils ont vu, il y a des nations différentes. Et elles sont organiques, Adwi. Donc on va respecter ces nations. Les orthodoxes, les catholiques, les arméniens, les maronites, les sunnites, les chiites, les druzes ont un passé, un vécu, un roman national, chacun différent de l'autre. Et donc, il va falloir respecter chacun de ces romans nationaux. Et ils ont basé le système précisément on a bottom-up basis. Ça veut dire que c'est les municipalités qui vont élire leurs représentants, qui eux élisent les cas et Makam, qui eux élisent le représentant dans le conseil central. Un système de bas en haut qui respecte précisément les minéraux. Et le fait le plus amusant dans toute cette affaire, c'est que si on va à l'époque du cas et Makam, on revient un peu en 1845, qu'est-ce qui se passe? Aussi guerre, machin, fin de l'émirat, de l'émir Bachir et tout. Les puissances et l'Empire ottoman proposent deux entités, une chrétienne, l'autre druze, l'une gérée par les maronites, l'autre par les druzes. Qui se rébellent? Ni les druzes, ni les maronites. C'est les orthodoxes. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas être dans un assimilé. Dans un Makam dirigé par les maronites. Ils disent, mais c'est quoi ça? Non, nous, et les Russes d'ailleurs, qui les aidaient évidemment, on dit, ben non, il faut 3 Makam, pas 2. Bon, l'idée tombe, donc reste à 2 Makam, l'un dirigé par les maronites, l'autre par les Druzes. 20 ans plus tard, quand on vient à la Mutasarrifia, j'étais en train d'en parler à Nassim Taleb précisément. Et il me dit, attends, mais de quoi tu parles? Mon arrière-grand-père était membre du Conseil central. Et nous, je le sais très bien, on était super contents de la solution Mutasarrifia. Parce qu'elle nous a traités, à nous, comme une millette à part entière. On était une entité nationale avec notre propre histoire. Et il m'a envoyé des documents d'élection véridiques, et je le cite dans le livre, de son arrière-grand-père en tant que Mutasarrif est représentant de Koura dans le conseil central du Mont-Liban. Donc, tout ça pour dire que les systèmes décentralisés, localistes, subsidiaires, fédéraux, permettent aux uns et aux autres de s'épanouir, alors que les systèmes centralisateurs, comme l'a été la Constitution de 1926, sont des catastrophes absolues.